Bonjour à tous et à toutes. C'est un immense honneur, un plaisir d'être encore avec vous. Aujourd'hui, on poursuit la semaine de la conduite responsable en recherche sous le thème La science dont vous êtes le héros ou l'héroïne, hein, comme on veut. Mon nom est Serge Bonin. C'est un plaisir de vous avoir accompagné tout au long de cette semaine. Merci aux collaborateurs qui rendent possible cette semaine. L'Allier, l'Association des étudiants et étudiantes de Laval inscrits aux études supérieures, l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval, le groupe sur la conduite responsable de la recherche, le Centre de recherche Sud-Québec de l'Université Laval. Donc, merci à ces partenaires qui rendent cette belle semaine possible. Je vous rappelle qu'il y a des balados qui ont été faits en préparation à la semaine, donc qui sont disponibles sur le site web. Lundi, on a eu un webinaire sur les idéaux de la recherche pour combattre la désinformation. Hier, Like ma recherche, recrutement ciblé avec les médias sociaux. Ce matin, les gardiens de l'intégrité à l'ère connectée. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'activités dans le cadre de cette semaine-là. Tous les webinaires sont en rediffusion un peu plus tard sur le site de la semaine de la conduite responsable en recherche. Aujourd'hui, on va être à peu près 1 heure ensemble. Il y aura seulement les caméras et les micros de nos invités qui seront ouverts. Donc, vous pouvez poser vos questions comme d'habitude, mais en utilisant l'onglet Q&R. Donc, Q&A, évidemment, si vous avez le Zoom en anglais. Et puis, il y a des gens qui colligent les questions pour éviter les redites, n'est-ce pas, pour les recouper ensemble et qui me les acheminent et je les achemine à nos invités. Donc, ça se passe très bien. N'hésitez pas tout au long à les noter, à les mettre de l'avant et puis à les formuler à votre guise. Alors, aujourd'hui, on se retrouve sous le thème « La désinformation ». Kryptonite de la science. Et c'est un point d'interrogation, c'est une question. Vous vous souvenez de la kryptonite, hein, cette espèce d'élément mystérieux, le cristal vert qui affaiblit le pouvoir de Superman. Est-ce que la désinformation joue le même rôle pour la science? Est-ce le talon d'Achille de la connaissance? Combien de fois lisons-nous le titre « Selon une étude scientifique » ? Eh bien, la science étudie parfois la science et selon une étude scientifique, les études scientifiques ne sont pas toutes fiables. Et c'était la conclusion de Brian Nosek en 2015 qui cherchait à vérifier la reproductibilité d'une centaine d'études en psychologie et il concluait que seulement 40% d'entre elles pouvaient être reproduites. On connaît aussi les déboires récents de la revue The Lancet au sujet de l'hydroxychloroquine qui a dû se rétracter suite à la publication d'une étude qu'on a qualifiée de frauduleuse en mai 2020, donc au tout début de la pandémie. Et tout le monde se souvient de l'affaire Wakefield, qui établissait faussement un lien entre le vaccin et l'autisme, argument qui est encore trop souvent utilisé pour se méfier des opérations massives de vaccination. La pandémie nous a bousculés, c'est vrai. Une pression soudaine dans l'urgence pour que la science produise plus vite, apporte des réponses plus claires, plus immédiates. On parle de science plus que jamais, mais est-ce que dans la précipitation à travers les faux pas, la confiance en la science est maintenue? C'est une grande question. On a des experts aujourd'hui, 4 experts qui sont avec nous pour en parler avec éloquence. Je ne suis pas l'expert, donc je vais leur céder la parole. Je vous les présente. Ève Dubé, professeur associé au département d'anthropologie de l'Université Laval. Olivier Bernard, qu'on connaît sous le nom du pharmacien, donc qui est un pharmacien et journaliste scientifique. Yannick Dufresne, professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval. Et Gaston Desserre, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Alors, bienvenue, merci infiniment d'être là. Nous sommes honorés de votre présence et nous allons rapidement laisser la place à ces belles discussions. Je vous amène à cette première question large et importante quand même. Alors, elle est formulée comme suit. Du scandale associant faussement le vaccin RRO avec l'autisme, il y a plus de 20 ans, au résultat plus récent d'une étude fortement contestée suggérant l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour le traitement de la COVID-19, quels sont les impacts de la désinformation et des fraudes scientifiques face à la confiance du public envers la science? Donc, on est vraiment dans l'idée de la désinformation, à quel point ça affecte la confiance de monsieur, madame, tout le monde sur ce que c'est la science, ce que donne la science, ce que promet peut-être la science ou ne devrait pas promettre. Donc, qui veut se lancer dans la réponse à cette grande question vague pour commencer? Qui ose briser la glace?
J'irais peut-être, bon, je vais y aller au hasard, Madame Peut-être, Dubé. je Oui, peux peut-être me lancer si ça vous convient. Donc, absolument. mon champ de recherche habituel, c'est la vaccination. Donc, sans me prononcer sur la confiance générale des gens envers la science, c'est variable. Puis, je pense que cette confiance-là, elle va s'incarner en différents personnages. Donc, on peut être méfiant face à l'industrie pharmaceutique, mais faire très confiance à notre médecin de famille, par exemple, et ça va avoir un impact. Par contre, quand on parle de désinformation, de mythes, je pense qu'il y a un impact réel qui n'est pas non seulement dans la confiance abstraite que les gens peuvent avoir envers la science, mais dans les comportements qu'ils vont adopter. Puis, on sait qu'encore aujourd'hui, l'association entre autisme et vaccination contre la rougeole, rubéole et oreillon, elle est présente chez le corps des parents. Donc, il y a encore le corps qui pense qu'il y a peut-être un lien puis qui vont hésiter à faire leur enfant, à vacciner leur enfant. Et ça a un impact direct, non pas sur la confiance de façon abstraite, mais de façon très concrète sur les comportements de santé. On voit régulièrement des gens abandonner des traitements démontrés efficaces scientifiquement, mais parce qu'ils ont été victimes de la désinformation. Donc, comme premier point, c'est celui que j'aimerais apporter. Je suis sûre que mes collègues auront d'autres choses pour compléter. Donc, on a tendance à faire confiance à l'expert qui est près de nous, qu'on connaît bien, le médecin qui est notre médecin de famille, mais globalement, il y a quand même cette histoire-là là, du vaccin de rougeole, rubéole, oreillon persiste encore dans l'esprit de plusieurs. Est-ce que vous mesurez ça aussi de votre côté, Gaston? En fait, je pense que clairement, l'exemple du RRO avec le docteur Wakefield est un exemple de quelque chose qui a créé une peur. Et le problème, c'est que créer une peur, c'est relativement facile. L'extirper, c'est extrêmement difficile. Faire disparaître la peur ou ce qui a motivé la peur, ça, c'est très difficile. Évidemment, quand on parle de l'hydroxychloroquine, là, on ne parle pas tellement d'une peur, comme plutôt d'un espoir. Et d'un espoir qui, dans ce cas-là, au tout début de la pandémie, on disait ça pourrait être quelque chose qui est bien. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure de la sortie des études qui démontraient qu'il n'y avait pas un effet aussi positif qu'attendu, il y a des gens qui sont quand même restés avec l'idée que ça avait quand même un bon impact. Et même maintenant, il y a des médecins qui continuent à l'utiliser, à le prescrire. Donc, je pense que, évidemment, la désinformation, évidemment, ajoute je dirais, au bruit qui accompagne la science. Parce que la science, c'est évidemment quelque chose, une discipline dans laquelle, je dirais, la controverse est à la base du processus scientifique. Et donc, d'avoir trois personnes qui regardent les mêmes données, donc là, les faits seraient les mêmes, peuvent très bien avoir trois interprétations qui vont être différentes. Donc là, on est dans l'opinion ou la façon dont on juge les faits pour nous dire on devrait aller ou pas dans cette chose-là. Et je pense que quand je dis que ça rajoute du bruit, c'est que pour le public, de comprendre le message qu'il doit en retirer pour sa conduite personnelle, c'est compliqué quand des gens, entre guillemets, répétés experts, ont des opinions divergentes. Et quand, ça c'est même dans le processus scientifique qu'on pourrait appeler sain, et quand le processus, quant à ce processus-là, on rajoute des informations qui sont erronées, fausses et malicieuses, ben là, évidemment, c'est encore pire parce que, je dirais, là, on a un bruit additionnel qui rend ça encore plus compliqué. Donc, clairement, je pense que quand on parlait de la kryptonite là, qui affaiblit le pouvoir de la science, dans un sens, c'est vrai, la désinformation affaiblit la perception je dirais, de l'expertise amenée par la science, parce que pour quelqu'un qui est extérieur au processus, quand on voit qu'il y a trop de monde qui donne des avis divergents, on se dit qu'il c'est probablement pas aussi fiable que ce à quoi on s'attend.
On se demande si les processus scientifiques et la réalité même de la science est souvent bien comprise, parce que c'est une recherche, n'est-ce pas? La vérité n'est jamais absolue. Olivier, de votre côté, je sais que vous tentez de dénoncer très souvent ce genre de désinformation, et vous devez recevoir aussi plusieurs commentaires. Vous avez beaucoup de contacts avec le public. Quelle est votre impression sur la confiance envers la science? Oui, bien, je vais répondre sous l'angle de la fraude scientifique parce que c'est quelque chose dont j'ai jamais l'occasion de parler de ça. Puis personnellement, je trouve ça tellement intéressant comme sujet. Puis je réponds par une anecdote qui est super courte, là. J'ai donné une entrevue à un grand média il y a peut-être 2, 3 semaines sur l'état de la vulgarisation scientifique, les défis en communication scientifique. Puis à ma grande surprise, l'intervieweur décide de me poser presque toutes des questions sur la crise des opiacés. Je ne m'attendais pas à ça du tout, mais il me parle pendant 45 minutes de la crise des opiacés. Puis peut-être autour du 2 tiers, 3 quarts de l'entrevue, il finit par me dire, mais là, considérant tout ça, là, ce qu'on vient de jaser, qu'il y a des compagnies, des scientifiques qui étaient au courant de tout ça, qui ont, sur la base d'une certaine connaissance scientifique, qui ont abusé des gens, puis finalement, ça a eu des conséquences tragiques. Comment on peut faire confiance au vaccin contre la COVID? Et sa question était légitime, puis je ne le blâme pas, parce que son cheminement de pensée est tout à fait correct, à mon avis. T'sais. Pourquoi est-ce que moi, comme citoyen, je ferais confiance des fois aux scientifiques, mais des fois, il ne faut pas leur faire confiance? Pourquoi des fois l'industrie est correcte, des fois elle n'est pas correcte? Pourquoi des fois c'est fiable des études, des fois c'est pas fiable? Même pour nous, sur le panel aujourd'hui, c'est très difficile de répondre à ces questions-là. Puis moi, ça va faire 10 ans bientôt que je m'intéresse aux pseudosciences. Puis dans le domaine des pseudosciences, ces fraudes scientifiques-là aujourd'hui sont utilisées comme des armes. C'est devenu des stratégies, c'est devenu des arguments par les promoteurs des pseudosciences pour décrédibiliser la science. Donc, si moi, par exemple, je suis à la tête d'un empire des produits naturels, bien, c'est à mon avantage de dire, regardez le scandale du Mediator, regardez le scandale du Vioxx, regardez la crise des opiacés, regardez le scandale de Wakefield, parce que je viens dire, pour nous, ils nous accusent qu'on n'a pas de données probantes pour nos produits, mais eux, leurs données probantes sont frauduleuses. Donc, comme communicateur scientifique, là, ça devient de plus en plus difficile d'essayer de récupérer les gens avec tous ces arguments-là. Merci. Là, je vois une main levée parmi les spectateurs. Nous ne prendrons pas les questions en direct, donc vous devez les écrire dans la section Q&R, questions et réponses, pour pouvoir les acheminer. Yannick, de votre côté, vous faites beaucoup de consultations publiques, beaucoup d'outils, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça vous dit, ces données-là? Quelle est votre impression du niveau de confiance envers la science des citoyens? C'est vrai que j'écoute mes collègues, c'est difficile de rajouter des éléments parce que je dirais que c'est vraiment une réalité. Puis je pense que c'est un constat qu'on fait tous. C'est le constat, puis Gaston le disait éloquemment, que la réalité est complexe. C'est une réalité. Souvent, on n'est pas dans un monde où est-ce qu'il y a les gentils puis il y a les méchants. Puis on parle de kryptonite de la science et non de kryptonite de la vérité. Hein? Donc, il y a une expression logique. Puis en effet, la réalité à laquelle on fait face, surtout dans le contexte qu'on vit en ce moment de la pandémie, moi, d'un point de vue d'une perspective de sciences sociales, une perspective d'opinion publique, c'est un des enjeux les plus complexes que j'ai eu à étudier parce que c'était à l'intersection de la santé publique avec des éléments qui viennent de la santé, de la démocratie, même des droits, de l'idéologie politique, puis des sciences et technologies, avec le télétravail, avec les applications de traçage, puis on essaie de comprendre tout ça. Puis je me mets dans la peau des gens qui sont pas nécessairement dans le domaine de la science, puis qui regardent ça de l'extérieur, puis d'essayer de comprendre ça. C'est compliqué. C'est même compliqué même dans le monde scientifique. Hein. Je veux dire, souvent, c'est ça que souvent quand on parle de la science, puis toujours, il faut faire vraiment attention de pas que la science n'est pas une façon d'essayer de décoder un code da Vinci, du moins en sciences sociales, mais les lois scientifiques sont très rares. Hein. Il y a un débat scientifique constamment. Puis c'est ça l'idée, c'est d'essayer de développer la capacité aux gens de faire la distinction entre une loi où est-ce que tous les signes sont blancs, puis finalement on voit un signe noir, puis on se dit, bon, ben les deux vérités s'équivalent. Mais la réalité avec un R majuscule est difficile à atteindre. Donc, il y a un processus sain quand même, puis il y a des débats scientifiques, puis c'est sain. Mais ensuite, dans
la peau des citoyens, je pense que le rôle des médias, le rôle des universités, de transférer cette connaissance-là, puis de développer aussi un esprit critique, mais aussi de pouvoir faire la synthèse de ces recherches-là. Parce que souvent, dans le domaine scientifique, une des modes qu'on pourrait dire, parce qu'il y a des modes dans le monde académique, mais c'est de faire des revues systématiques, hein, d'aller chercher différentes recherches sur la même question, puis d'en faire une agrégée, puis de sortir une probabilité, puis de dire oui, en ce moment, il y a une tendance dans cette direction-là. Cette distinction-là, des fois, c'est peut-être d'entraîner la sophistication de la population, de voir cette différence-là puis cette nuance-là. Est-ce que vous mesurez que la réalité de l'urgence sanitaire mondiale a exacerbé le nombre on parlait beaucoup de publications de pré-papier, d'études qui ne sont pas encore complétées, mais qu'on veut sortir le plus vite possible. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu, je dirais, une explosion du nombre peut-être pas de fraude, là, des fois c'est des erreurs, parfois c'est de bonne foi, là, mais il y a aussi de la fraude au travers. Est-ce que vous avez senti ça depuis un an là, dans la réalité de la pandémie? Olivier, oui. Oui, moi vraiment, là, je veux dire, juste si on prend le open access, là, il y avait déjà un engouement, mais là, on dirait que là, c'est pour de vrai. Là, on dirait que ça va être la nouvelle réalité. Puis moi, il y a plein de belles choses là-dedans et en même temps, il y a plein de pièges. Je pense qu'on a vu à travers la pandémie comment, par exemple, le processus de revue par les pairs est fragile dans un sens, puis que ce processus-là peut être occulté ou il peut être fait trop vite ou il peut être mal fait. Puis ça, c'est quelque chose d'extrêmement inconfortable, même pour nous dans le domaine de la science, parce que c'est de ça qu'on dépend. Puis moi, je pense entre autres, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais dans les dernières années, il y a eu même tantôt, Yannick parlait des revues systématiques. Si on passe au groupe Cochrane, par exemple, qui est probablement le groupe qui fait le plus de revues systématiques, que nous, on se fie tout le temps là-dessus en santé, mais dans les dernières années, il y en a qui ont dit qu'il y avait peut-être des conflits d'intérêts, que c'était peut-être pas si fiable, tout ça. Puis là, nous, on se retrouve devant quoi, là? Donc, c'est pas juste le grand public, là, ces problèmes-là sont même extrêmement inquiétants et inconfortables pour nous, les scientifiques. Puis moi, pendant la pandémie, je l'ai senti plus que jamais, là. Est-ce que vous faites le même constat, Ève, oui, de votre côté? Oui, il y a eu vraiment la pandémie a fait en sorte que plusieurs chercheurs qui avaient différents objets de recherche ont transformé leurs travaux pour les porter sur la pandémie, les conséquences de la pandémie. Donc, évidemment, il y a des experts en maladies infectieuses, des chercheurs en santé publique qui ont continué, mais il est arrivé toutes sortes d'autres chercheurs et le nombre de publications a réellement explosé, là. Donc, c'est quasi impossible de suivre tout ce qui se publie sur le sujet avec différents angles. Fait que même, on parle d'une infodémie, donc une épidémie d'information par-dessus la pandémie, la science n'y échappe pas. Donc, si moi, comme chercheur, j'ai de la difficulté à tout lire ce qui se publie sur mon champ de recherche, j'imagine monsieur, madame, tout le monde qui est confronté à tout ça. Puis, l'autre facteur, je dirais, c'est que dans l'actualité, toute l'actualité concentrée sur la pandémie, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt pour différentes études scientifiques qui sont rapportées par des journalistes, puis c'est tout à fait correct, puis c'est très bien, mais parfois, on est un peu à la recherche d'un titre qui va faire la manchette. Les gens ne vont pas nécessairement lire le papier, donc vont s'accrocher au titre. Ça aussi, là, ça génère beaucoup, beaucoup de confusion, puis ça peut faire perdre la crédibilité à la science. Donc, il y a plein d'enjeux. Les recommandations ne sont pas uniquement que basées sur des évidences scientifiques. Il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Ça aussi, ça peut être perçu comme de la confusion dans l'œil du public. Donc, je pense que tous ces facteurs-là sont vraiment exacerbés par la pandémie. Ça fait une situation là, extraordinaire, là, jamais vue jusqu'à maintenant. Le rôle des réseaux sociaux. Donc, bref, ça complexifie encore plus la réalité. Ça m'amène justement sur le rôle, les responsabilités de chacun. On en a parlé un peu lundi sur le rôle du politique, le rôle du journaliste, mais le rôle des scientifiques à la fois dans l'exercice de la recherche, mais aussi dans la communication des recherches et aussi un peu le constat qu'ils font sur ce qui est véhiculé. Comment vous le voyez, ce rôle-là? Quel devrait-il être, selon vous, s'il était idéal?
Monsieur Dessert, oui. Ben, moi, en fait, je pense qu'un des points qui est supposé être une concrétisation de ce qu'on connaît au niveau scientifique, ça a été les mesures de santé publique qui ont été décrétées un peu partout. Et probablement que ce qui est, je dirais, là, très, je dirais, déstabilisant pour un peu tout le monde, c'est de voir qu'à la lumière de ce qui devrait être les données scientifiques, un peu, je dirais, qui ont été recueillies au niveau mondial, il y a une extraordinaire variabilité des mesures de santé publique qui ont été décrétées à gauche et à droite. Et là, on se dit, bon, mais pourquoi la Suède fait ceci? Pourquoi la France fait cela? Pourquoi les Américains font ça? Et pourquoi les Canadiens, pourquoi les Québécois font ça? Les Ontariens font autre chose? Les Albertains font autre chose? Et là, on se dit, bon, ça veut dire que ce n'est pas la science. Et en réalité, je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui doit être compris, c'est que la science, c'est une chose, la décision au niveau de l'intervention de santé publique va tenir compte d'un paquet d'autres facteurs que des données simplement scientifiques concernant, par exemple, la COVID. Hein? Est-ce qu'on garde les écoles ouvertes ou pas? Ça, c'est évidemment quelque chose qui peut être regardé avec l'angle très spécifique de la COVID. Est-ce que c'est une occasion de transmettre la maladie? Mais ça peut être regardé avec, évidemment, une perspective beaucoup plus large, de dire, bon, combien de cas de COVID on peut tolérer pour faire que nos enfants soient à l'école? Et évidemment, ça, c'est une perspective différente dans laquelle, généralement, les experts de la COVID ne sont pas les experts de l'éducation. Et ceux qui décident, finalement, c'est effectivement les politiciens qui, eux, sont censés être ceux qui jugent les valeurs de notre société et qui vont dire, moi, je vais privilégier un peu plus d'éducation aux dépens de la sécurité face à la COVID. Mais là, encore une fois, ça peut être ce qu'au Québec, on va privilégier, alors qu'un autre gouvernement va privilégier autre chose. Donc, je pense que l'utilisation des données scientifiques étant aussi variable et dépendant des valeurs qui sont mises de l'avant, ça peut rendre, je dirais, là, le spectateur de toutes ces choses-là très perplexe sur la qualité de ce que la science amène. Merci de ces réponses très éloquentes. Je poursuis. Yannick, je vous pose la question, à partir de votre expertise, les meilleurs moyens pour tenter de déconstruire les fausses croyances. Donc, on est vraiment dans le rôle du scientifique comme tel, du chercheur, comme celle découlant de ce type d'inconduite scientifique. Donc, ce serait quoi les meilleurs moyens? Pour les meilleurs moyens, je pense que ça serait, j'aimerais ça pouvoir avoir la solution à ça, mais je pense que avant de trouver des moyens, il faut vraiment bien circonscrire le problème. Je pense que pour continuer sur ce que Ève disait tout à l'heure, puis Gaston, là, sur la pression qu'on a à publier en ce moment, puis des gens de manière interdisciplinaire, provenant de différents milieux, des gens que moi-même, j'ai été poussé, je viens d'opinion publique, je suis rendu en santé publique, en sciences et technologies. Mais c'est difficile même pour les chercheurs de lire puis de suivre. On ne sait même plus l'objet de recherche précis sur lequel on travaille. Puis ensuite, mais pour les journalistes, ça devient aussi difficile. Gaston venait de parler des décideurs publics, il faut qu'ils prennent des décisions avec une rapidité en plus. Mais à cela s'ajoute, quand on parle du spectateur, le spectateur, qu'est-ce qu'il regarde exactement? Ça aussi, il y a une fragmentation de l'exposition médiatique aussi. Les gens ne sont pas exposés au même message. Puis une des particularités de la situation dans laquelle on vit en ce moment, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une question de santé publique, de sciences et technologies, mais il y a des questions aussi de valeurs politiques, puis l'idéologie là-dedans. Puis ça, il y a quelque chose de bien connu en opinion publique, c'est le biais de sélection. Donc, les gens vont s'exposer à un message qui renforce leur idée. Puis d'ailleurs, j'ai vu un des dessins d'Olivier récemment par rapport à ça, entre pseudo-sciences et sciences. On va chercher les faits qui cadrent avec notre idéologie au lieu de développer une théorie sur des faits empiriques. Mais c'est certain que une des solutions qu'on pourrait apporter, c'est d'avoir des ressources fiables. Mais ça, il faut la confiance du public. Puis je pense que
une des voies que j'ai vues les plus optimistes par rapport à ça, j'ai fait une recherche durant les derniers mois sur les applications de traçage faites par le gouvernement, tout ça, puis on regardait c'est quoi les éléments d'une application de traçage qui faisait qui galvanisait l'opposition ou l'appui à des applications comme ça. Puis on est allé voir dans les détails dans l'opinion publique quelles caractéristiques particulières. Puis, par exemple, qui développe l'application, les technologies de géolocalisation, GPS ou Bluetooth, est-ce que c'est volontaire, obligatoire et confidentiel? Puis, à ma grande surprise, l'élément au Canada la caractéristique de l'application qui développait le plus d'appui, c'était que ça soit développé par l'université. Encore plus que la caractéristique qu'elle soit obligatoire et qu'elle soit confidentielle. Donc, les universités ont encore la cote auprès du public. Peut-être qu'il y a un rôle à faire d'agrégation des savoirs, d'aider les gens justement à s'exposer à des messages qui ne vont pas juste renforcer leur idéologie. Puis un endroit où les gens peuvent se dire, OK, ici on est vraiment sur un terrain neutre, mais ça, il y a beaucoup de travail là, à faire de ce côté-là. Donc, l'université a la cote, c'est déjà bien. Mais ça revient, est-ce qu'il y a suffisamment de canaux de communication efficaces de la science, de la recherche? Est-ce qu'il y a suffisamment d'endroits? Est-ce que les chercheurs prennent assez la parole dans les médias qui existent? Mais est-ce qu'on devrait en créer d'autres? Qu'est-ce qui serait le plus efficace? Donc, on est toujours dans la recherche de solutions possibles. Olivier, de votre côté? Ben, il y a comme deux aspects dans la question, là. Il y a la désinformation, puis après, il y a la désinformation qui découle de l'inconduite scientifique. Les solutions ne sont pas nécessairement les mêmes dans les deux cas. Moi, quand on me parle de désinformation, je trouve que c'est facile, chacun de notre côté, de se dire, ben moi, je pense que la bonne façon, c'est comme ça, de déconstruire les fausses croyances. Puis j'essaie souvent de me ramener au fait qu'il y a de la recherche là-dessus. Puis il y a des gens qui font de la recherche sur c'est quoi les meilleures stratégies pour combattre tel type de croyance dans tel domaine. Puis on a quelqu'un qui le fait sur le panel. Eb, c'est une partie du moins de ce qu'elle fait, c'est par rapport à la vaccination, qu'est-ce qui fonctionne, de suivre la désinformation, premièrement aussi, de l'étudier, de comprendre comment elle se propage, puis ensuite, comment est-ce qu'on peut la combattre. Bien, il y a des stratégies qui sont plus efficaces que d'autres. Puis un autre domaine qui n'a pas rapport avec la santé, mais un autre domaine où c'est foisonnant, là, la recherche là-dedans, il y a la vaccination, mais il y a aussi les changements climatiques. Dans les changements climatiques, il se fait beaucoup de recherches sur comment convaincre les gens que les changements climatiques, c'est vrai et qu'ils devraient embarquer dans l'affaire, tu sais. Et moi, je me dis, OK, ben, c'est deux enjeux importants, mais on dirait que j'aimerais ça. Comme professionnel de la santé, je trouve qu'on n'est pas souvent au courant de ce qui se fait dans ce domaine-là. On dirait qu'il y a un problème de translation des connaissances qui se fait peut-être pas. Puis moi, j'aimerais ça du milieu académique, des fois, qu'on sache un peu plus qu'est-ce qui se fait en termes de recherche là-dessus, puis qu'on puisse l'appliquer. Donc, la création de médias à l'interne qui viennent des universités directement. Peut-être. Ben, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui par un petit webinaire, mais on espère que ça va pouvoir rayonner. On est toujours dans la recherche de solutions pour combattre la désinformation et améliorer la communication scientifique. Ève, de votre côté, est-ce que vous voyez d'autres pistes de solutions? Bien, c'est une bonne question. Quand on parle de mettre la science à l'avant-plan, je pense que la pandémie a fait en sorte que définitivement la science et les scientifiques ont été très à l'avant-plan des discours dans les médias. Je n'ai jamais vu de toute ma carrière un essai clinique de phase 3 d'un vaccin faire la une de tous les journaux à travers le monde. Donc, il y a clairement ça. Je pense qu'il faut distinguer la désinformation de justement la fraude, puis ça. En lien avec la désinformation, moi, je crois beaucoup à l'éducation. Tu sais, l'éducation sur le fonctionnement de la science, le fait que la science fonctionne par consensus, que c'est normal qu'il n'y ait pas de certitude. Je dis toujours qu'il faut se méfier d'un scientifique qui arrive avec des grandes certitudes. Habituellement, ça illustre certains enjeux. Donc, pour les jeunes générations, je pense qu'il y a un grand rôle d'Internet aussi, des algorithmes, des médias sociaux, mais là-dessus, il y a un pouvoir de sensibiliser les enfants, puis ils sont bien meilleurs que nous pour distinguer le vrai, le faux. Ils ont été élevés avec ces outils-là, donc ils sont capables de bien cerner ou mieux cerner parfois que les personnes plus vieilles, ce qui relève de la désinformation. Donc ça, c'est certainement des pistes. Maintenant, ben, je pense qu'avec la pandémie aussi, on est confronté à
ben, c'est générateur d'incertitude puis d'anxiété dans la population, puis un phénomène qu'on n'a pas parlé, mais qui est la montée d'espèces de théories du complot qui sont comme l'extrémisme de la désinformation. Et ces théories-là apportent des certitudes. Donc, je pense qu'il y a aussi un rôle global ou populationnel d'identifier, d'écouter ces théories-là et de rapidement y réagir, soit par les interventions dans les médias sociaux qui visent à bloquer des comptes ou fermer pour couper à la source le problème, mais aussi tous les outils de fact-checking puis de travail comme le fait Olivier, de vulgarisation scientifique pour répondre à ça avant que ces mythes deviennent tenaces, comme le mythe sur autisme et vaccin contre la rougeole l'est devenu. Donc, il y a quand même, puis il y a beaucoup d'évidences scientifiques qui démontrent que ça fonctionne, qu'il y a différentes interventions en ligne qui fonctionnent pour justement contrer cette montée-là de la désinformation. Il y a une question qui vient du public. Ouais, ben, allez-y, Gaston, je vous laisse aller. Oui. C'est juste parce qu'on parle de science, mais je pense que dans les 4 années qui précèdent 2021, on a vécu un phénomène aux États-Unis sans parallèle où le mensonge était érigé en système et qui fait que même maintenant, il y a des choses qui ne collent pas du tout à la réalité et qui sont considérées comme étant effectivement la réalité. Donc, des gens qui vont, là vraiment dans un esprit malicieux, je dirais, disséminer de la désinformation de façon répétée et avec un très grand succès, avec un très grand succès. Et ça, je pense que c'est évidemment encore plus catastrophique. Là. Ben, pas plus, mais en tout cas, c'est, je veux dire, un exemple, parce que la science, qu'est-ce que ça cherche? Ça cherche à essayer de décrire la réalité. Et si, à un moment donné, les gens préfèrent leur opinion à la réalité, en fait, on disait tout le temps, tu as droit à ton opinion, mais tu n'as pas le droit à tes faits. Mais si c'est ça qui est devenu la nouvelle façon d'être, évidemment, c'est extrêmement compliqué à détricoter. Et là, je pense que malheureusement, notre capacité à utiliser des interventions comme celle que Ève décrit, là, devient très, très limitée là, quand ça devient un phénomène sociopolitique d'une ampleur incomparable. Là. Alors, je pense que Olivier parlait des changements climatiques. On pourrait revenir à l'exemple du tabac, où pendant des décennies, les compagnies de tabac ont disséminé la fausse information sur le fait que non, les cancers du poumon, ça ne vient pas du tabac, les maladies cardiaques, ça ne vient pas du tabac. Ça a été utilisé là, de façon raffinée et avec succès. Je veux dire, c'est ce qui a bloqué pendant des années la mise en place de lois qui ont mené à une réduction du tabagisme. Alors, et actuellement, donc, les compagnies pétrolières et autres ont aussi emmagasiné des stratégies de désinformation concernant les problèmes liés au climat. Donc, je pense que ce qui est particulièrement compliqué, c'est que oui, on peut. Moi, je suis extrêmement atterré de l'impact que l'article sur l'autisme et le RRO a causé, mais c'est microscopique par rapport à l'ampleur du problème actuel où une proportion vraiment importante de la population, et pas seulement des gens là, qui ne sont pas éduqués ou tout ça. Il y a des gens qui sont avec des formations universitaires, etc., et qui embarquent dans ce discours-là. Là. Donc, je pense que clairement, le problème, il est considérable et, encore une fois, il y a plusieurs personnes qui utilisent la désinformation à des fins, je dirais, là, appelons-les partisanes, là, mais pas nécessairement au niveau politique, mais au niveau d'un projet de société, au niveau d'utiliser ces... Et ça, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Je poursuis. Il y a une question du public qui touche un peu ça. L'idée que le débat, la controverse, c'est au cœur de la science.
c'est pas très connu. En tout cas, ça me semble pas très connu du citoyen moyen. Est-ce que l'amélioration de la littératie scientifique permettrait de combler cet écart? Donc, par de vulgarisation davantage, est-ce que ça ne risquerait pas plutôt d'ajouter au bruit ambiant d'avoir plus de gérants d'estrade? C'est une question qui vient du public. Qui veut se lancer? Oui, Yannick? On aimerait bien que les gens aient une vision tranchée quand c'est de notre côté, puis qu'ils ne remettent pas en question certains trucs qu'on pense qui est bon pour eux. Mais je pense que l'esprit critique en général, c'est bon pour une société. Puis je pense qu'au contraire, une façon de se préserver d'une polarisation idéologique, parce que c'est de ça dont on parle là, quand on parle d'un mépris. On parlait de comment est-ce qu'on peut se préserver contre ça, mais c'est aussi d'essayer de les écouter, de comprendre leur fonctionnement. Ève le fait très bien avec ses travaux, d'essayer de voir les contours, de voir la logique interne de ces folk theories, qu'on appelle en anglais, là, mais de la pseudo-science, mais il y a quand même une cohérence. C'est de comprendre, OK, pourquoi que les gens font le lien entre la 5G puis Bill Gates, tout ça, pour pouvoir s'y attaquer. Mais à la fin, c'est de comprendre le cheminement, le processus scientifique, de comprendre que c'est quoi la nature d'un débat scientifique, de voir qu'il y a toujours un débat, de voir qu'on vit dans on appelle ça une ontologie non déterministe, mais plutôt probabiliste en ce moment, où est-ce qu'on vit dans un monde où est-ce que de comprendre les probabilités, de voir que justement, quand on voit un signe noir, puis, mais ça ne veut pas dire que tous les signes sont noirs, ou tous les signes sont blancs, de comprendre ces éléments-là, au contraire, je trouve que c'est une façon de pouvoir se préserver. Je pense que c'est possible de le faire. Si les gens comprennent bien le processus scientifique, on est capable de voir qu'une fois de temps en temps, on va avoir une donnée qui ne cadre pas avec, mais qu'en agrégé quand même. En agrégé, on a quand même certaines certitudes, puis on prend la meilleure décision fondée sur la science, c'est ça. Mais je pense qu'un des trucs qu'il faut faire attention, c'est justement de politiser. Là, on est vraiment dans le sujet ici, le Gaston le mentionnait très bien, où est-ce que quand on parle de cas vidéo, quand les gens se sentent dans le mépris là-dedans, il y a des éléments, il y a des valeurs politiques aussi dans cette recette-là qui est très dangereuse. C'est le cynisme envers les médias, envers les institutions, envers la politique. Puis ça, ben, il faut faire aussi attention par rapport à ça. Tout à fait. Olivier le mentionnait tout à l'heure, de bien être à l'écoute, de bien recevoir, de comprendre le cheminement. Mais est-ce que, Olivier, oui, je vous pose la question, est-ce qu'on on peut se brûler à force de tenter de répondre à tout le monde, puis de tenter de s'insérer un peu dans les croyances de tout un chacun pour tenter de les renverser? On peut se brûler, mais ça, c'est pas grave. Ça fait partie ça fait partie de la game, ça. Il faut juste s'endurcir puis avoir un bon psychologue, et c'est mon cas. En fait, je vais répondre. Je voulais intervenir sur le commentaire de Yannick, puis ça va me permettre de répondre à la question aussi en même temps. C'est que pour moi, Yannick a dit quelque chose qui est crucial. Il a parlé d'esprit critique ou de pensée critique. Puis dans la question qui était posée par la personne dans le Q&A, là, qui disait « Est-ce que c'est un problème de littératie scientifique? » Puis en fait, ça dépend de ce qu'on entend par littératie scientifique, hein, parce qu'on l'a vu pendant la pandémie, là, il y a des gens qui ont des doctorats, des post-doctorats, des médecins qui propagent de la fausse information. Donc, est-ce que c'est un problème de connaissance? Est-ce que c'est un problème de compétence? Ben oui, mais en même temps, c'est plus que ça. Si la littératie scientifique, c'est de savoir des choses, ben on le sait parce qu'on sait que ce n'est pas suffisant. On a opéré en matière de communication scientifique depuis des décennies sur le modèle le manque de connaissances, là, le Knowledge Deficit Model. Ça, on fait juste apporter plus de connaissances aux gens, ils vont savoir plus de choses, ils vont agir différemment. Aujourd'hui, on le sait que ce n'est pas suffisant. L'esprit critique, c'est beaucoup plus que de savoir des choses. L'esprit critique, c'est de comprendre c'est quoi un raisonnement, c'est quoi un argument, une éducation aux médias aussi. Qu'est-ce qui est une bonne source, une moins bonne source, de comprendre les bugs de notre cerveau qui peuvent nous amener dans des directions qu'on ne voudrait pas. Donc, ce travail-là doit être fait, puis il doit être fait jeune. Puis moi, je participais à un panel, il y a peut-être 2 semaines, un autre panel qui était des enseignants au primaire qui veulent introduire des cours d'esprit critique aux enfants dès l'âge de 4 à 6 ans. Mais ça ne se fait pas en ce moment. Puis ça, ce n'est pas de la science, c'est de la philosophie. Donc, moi, je trouve que le mot, il est là, c'est esprit critique. Il y a bien des gens en ce moment qui sont très intelligents et qui propagent de la désinformation ou qui ont des beaux diplômes. Ça ne sera pas suffisant, malheureusement.
Est-ce que, je bascule à la dernière partie un peu de notre discussion, mais est-ce que vous pensez que la pandémie vous a appris des nouvelles choses que vous ne saviez pas déjà sur quels enseignements, en fait, vous pouvez en retirer de la pandémie pour que la science puisse conserver un lien de confiance avec la société? Y a-t-il des nouveaux éléments qui sont arrivés dans la dernière année qui vous ont été révélés, que vous sentiez peut-être, mais tout à coup, on les voit mis à jour et puis on se dit, ah oui, OK, c'est vrai, il faut faire attention à ça, faut prendre cette leçon-là. Gaston, de votre côté. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Désolé. Bon, en fait, dans les choses que j'ai apprises, je pense qu'effectivement, bon, j'ai appris qu'il y a beaucoup d'experts dans le monde, là, parce que j'ai vu beaucoup de monde se métamorphoser en experts du jour au lendemain. Ceci étant dit, j'allais dire, on parlait de littératie scientifique. Je pense qu'Olivier pourrait nous parler de l'homéopathie, comment l'homéopathie est perçue par des gens de niveau universitaire. Et s'il y a un domaine dans lequel il y a eu beaucoup d'études qui montraient que ça a un effet placebo, puis à peu près tout, à peu près rien d'autre, et malgré tout, parmi les universitaires ou même parmi les profs à l'université qui sont des gens qui font de la recherche, je dirais, il y a beaucoup de monde qui utilise ces traitements-là, et non seulement les utiliser en s'amusant, mais vraiment avec une croyance ferme. Donc, je pense que la littératie, et puis même l'esprit critique qu'on peut avoir dans notre propre champ, on peut très bien l'avoir complètement abandonné dans le champ du voisin. Alors, je pense que, évidemment, d'avoir dans notre population que les gens, je dirais, s'appuient sur la science, c'est certainement essentiel pour je dirais, le bon fonctionnement ou la bonne évolution de la société, parce que effectivement, la science nous permet de savoir quelle est la réalité. Mais je pense que, encore une fois, la grande difficulté, c'est que, je dirais, malheureusement, cette réalité-là peut être utilisée avec des valeurs politiques, commerciales, de pouvoir ou autres, qui vont faire que, j'allais dire, pour le citoyen, ça reste un domaine où on sait que c'est difficile de se fier à une source. Et quand il y a beaucoup de sources, ça devient extrêmement difficile de se décider. Merci, merci. Ève, de votre côté, je relance la question des leçons à tirer de la pandémie. Je présume que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit, mais est-ce qu'il y a d'autres révélations qui vous ont été faites au cours de la dernière année? Bien, j'enchaînerai sur les propos de Gaston pour rappeler, bon, une des forces de l'anthropologie, c'est vraiment la remise en question puis le recul critique et de considérer qu'il n'y a pas une vérité, mais plusieurs vérités, incluant en science. Puis je pense que le mythe de l'homme rationnel ou l'humain rationnel qui évalue les pour et les contre et qui prend une décision basée sur maximiser les bénéfices pour minimiser les désavantages, ça demeure un mythe. Puis je reviens aux commentaires plus général. Je pense que oui, l'esprit critique, oui, l'évaluation personnelle, mais on vit aussi dans une société. C'est important de préserver nos institutions démocratiques, de s'assurer qu'il n'y a pas une polarisation excessive, une politisation excessive des enjeux. Oui, je pense que la science demeure une des grandes vérités. Avant, c'était la religion qui guidait beaucoup de décisions. C'était la grande vérité. Maintenant, on s'appuie davantage sur la science, mais qui n'est pas une vérité, qui est l'objet d'un consensus toujours remis en question. Donc, je pense qu'il faut... j'ai une préoccupation de ne pas surresponsabiliser les individus, mais aussi d'avoir une réflexion plus large sur les enjeux sociaux, de toutes ces questions-là qui sont très complexes, puis du monde dans lequel on le vit. C'est sûr que quand on regarde certains pays, ça peut être profondément déprimant sur l'avenir de ce qui se passe parce que les gens, l'accès à l'information, la prise de décision, l'utilisation des données probantes, mais bon, pour se ramener au Québec puis les leçons apprises par la pandémie, je pense que c'est ça, faut développer notre bienveillance, notre empathie, favoriser la cohésion parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est l'après-pandémie, quand je vois
les clivages actuels, le discours très polarisant, c'est soit tu es pro-science ou tu es un covidio, comme disait Yannick. Donc, tu sais, tout ce discours-là, je pense qu'il ne nous sert pas. Puis comme disait Gaston, on peut être un scientifique puis avoir des comportements qui seraient perçus comme irrationnels d'un point de vue scientifique, mais qui font plein de sens pour nous là, comme être humain. Là. Donc, on est rempli de contradictions. C'est la beauté de l'être humain. Je pense que parfois, on l'oublie aussi, puis on survalorise un petit peu la science. Je pense que c'est important d'être à l'écoute, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que des gens vont s'en aller vers des logiques qui peuvent sembler très irrationnelles ou des dimensions qui sont très loin de ce qu'on considère comme un vrai valide scientifiquement. C'est intéressant. Est-ce que, bon, Yannick, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que la pandémie a créé davantage de division que de cohésion dans la société? C'est certain que justement, j'écoutais mes collègues sur le panel, puis il y avait plein d'idées qui me venaient, là, mais justement, je me disais, ma première intuition, ma première réflexion, c'était il va me falloir quelques mois, puis que je m'assoie avec mes données pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, pour pouvoir vraiment analyser ça comme il faut. Mais dans les recherches que j'ai faites, puis moi, mon expérience première en études électorales, les perceptions aussi liées à la santé ou des trucs comme ça, je m'intéresse beaucoup aux attitudes dans l'opinion publique. Puis les différents sondages que j'ai faits durant la pandémie, mais un des trucs qui m'a surpris, c'est le peu de valeur, je peux dire, de prédiction ou d'explication des variables sociodémographiques. Donc, tout à l'heure, Olivier, Gaston s'en a mentionné, l'éducation sur différents facteurs qui étaient liés à la COVID, comme par exemple les solutions liées à l'application à Alerte COVID. Puis c'était comme quelque chose de différent qui expliquait ça. Les variables sociodémographiques n'étaient pas significatives, n'étaient pas nécessairement liées à l'acceptation de solutions par rapport à la COVID. Puis on avait testé différentes hypothèses, comme l'idéologie politique, mais celle-là, elle avait une importance. Alors qu'on parle ici d'une question de santé publique. La technophobie, quand on touche les alertes, pas tant, mais l'élément principal, c'était la peur. La peur liée au contrôle ou non, la perception que les gens avaient que la situation était sous contrôle ou non. Puis ça reste quand même, ça m'a marqué, puis j'aimerais ça pouvoir justement aller voir mes données puis aller tester ça, parce que quand on parle de pseudo-sciences, tout à l'heure on parlait de fraude, on parlait aussi d'intérêt, je parle à l'affaire Wakefield avec ses conflits d'intérêts financiers, tout ça, on se demande pourquoi les gens diffusent ce type d'informations-là. Puis il peut y avoir des intérêts personnels, financiers, etc., ou même d'avancement de carrière pour des académiques. Mais pourquoi est-ce que dans la population, est-ce que ces idéologies-là accrochent? Je pense que des fois, les gens ont besoin d'avoir une certitude. Puis qu'est-ce qu'on a vécu durant la dernière année collectivement ensemble? Mais c'est un moment de très grande incertitude. Donc, il y a peut-être quelque chose à l'explorer de ce côté-là aussi, le besoin d'avoir un contrôle sur la réalité, puis peut-être une réponse simple à quelque chose qui est extrêmement complexe. J'ai envie de vous garder, Yannick, de vous relancer avec cette question du public parce que je pense qu'elle vous touche aussi. Nathalie Chaperon qui demande dans le dossier COVID, est-ce que vous pensez que les normes sanitaires devraient être annoncées par des scientifiques plutôt que par des politiciens? Est-ce qu'on devrait faire des conférences de presse séparées pour les scientifiques de la santé publique et les politiciens? Et est-ce que le taux d'adhésion aux mesures sanitaires des citoyens pourrait être plus élevé, à votre avis? Je vais faire la réponse plate que j'enseigne à mes étudiants de dire c'est une question empirique, justement qu'il faudrait tester pour voir justement est-ce que si c'était annoncé par des scientifiques, est-ce que les scientifiques, le cynisme politique de certaines parties de la population se transférait vers les scientifiques? Ça, on ne sait pas où est-ce que les gens, comme je disais tout à l'heure, dans certaines de mes recherches, on montre que les universitaires ont la cote. Mais peut-être, mais tant qu'il y a débat, puis tant qu'il va y avoir un autre scientifique qui va montrer le point contraire, faut mesurer ça, il faut voir les contours de ces éléments-là, mais je ne peux pas répondre à cette question-là avant de l'avoir testé. Mais donc, la meilleure présentation serait peut-être une confrontation entre scientifiques qui débattent un peu sur certaines données. Ça pourrait être intéressant. Oui, Gaston? En fait, moi, je pense que, encore une fois, celui qui est élu pour décider, c'est le politicien. Et pour moi, les décisions, par exemple en santé publique, sont des décisions qui ont des impacts bien au-delà de la santé.
Et donc, je pense que là où je pense quand même que ça devrait être le politicien qui annonce les décisions, c'est que le politicien devrait dire, je prends cette décision-là parce que du niveau santé, on m'a dit que ça allait avoir tel impact, mais moi, je privilégie telle valeur ou telle chose, et donc, dans ce sens-là, comme politicien élu, moi, pour le moment, je privilégie ceci aux dépens de cela. Et là, ça devient clair. Et là où c'est difficile, puis évidemment, moi, en santé publique, évidemment, les gens se tournent souvent vers nous pour dire, ouais, mais qu'est-ce que la santé publique pense de cette chose-là? Bien, évidemment, je dis tout le temps, la santé publique, si tu me demandes de parler de la COVID, c'est facile. Si tu me demandes de parler de l'impact sur les familles qui n'auront plus de revenus, les gens qui perdent leur emploi, les gens qui n'iront pas à l'école, les gens qui sont isolés, qui vont avoir des problèmes de santé mentale, ça, là, c'est un ensemble de choses qui relèvent. Moi, je travaille en maladies infectieuses. C'est facile. Je dis toujours, c'est facile de parler des maladies infectieuses. C'est très compliqué de parler de la santé publique et c'est encore plus compliqué de parler de la société. Et donc, je dirais, malgré les désavantages d'avoir les politiciens qui annoncent les décisions, je pense que quelque part, ce sont eux qui sont redevables de ces décisions-là. Ce sont eux qui, dans notre système, on les mandate pour prendre les décisions et qui vont payer le prix s'ils prennent des mauvaises décisions. Mais là où il y a un danger, qui est un danger réel, c'est que les politiciens puissent vouloir utiliser, j'allais dire, des pseudo-conseils pour valider pas pour valider, mais pour prendre des décisions qui ne sont pas du tout ceux que entre guillemets, les scientifiques qui parleraient juste de la COVID donneraient. Là. Mais il faut juste être transparent. Et ça, au niveau des politiciens, c'est pas toujours facile ni faisable d'être complètement transparent. Il y a des choses, puis je suis certain qu'Yannick pourra en parler beaucoup plus éloquemment que moi, mais qui font que pour un politicien, d'expliquer tous les tenants et aboutissants de la décision, ça peut être extrêmement difficile là, à communiquer, ou même, les gens peuvent être en total désaccord, même si tu communiques très bien tout ce que tu as fait. Là. On est quand même à la recherche de l'art de la nuance dans une société où on a besoin du clip et de livrer rapidement les informations. Mais moi je me dis, les conférences de presse du premier ministre, il prenait quand même le temps de les faire au moins. Donc, on n'était pas dans le clip du 2 minutes. Là. Évidemment, c'était repris sous forme de clip par la suite, mais au moins, il y avait cette volonté d'information-là. Ensuite, bon, chacun juge, mais merci de cette réponse très claire. Olivier, je vous pose quand même la question qu'on avait, quels enseignements vous tirez, parce que vous n'avez pas eu le temps d'y répondre encore. Donc, quels enseignements vous tirez de la pandémie pour garder le lien de confiance avec la science? Moi, j'ai envie de dire des bonnes nouvelles à ce stade-ci parce qu'on dirait qu'on a parlé de tellement de choses qui sont tough là, dans ce panel-là. Puis c'est normal parce qu'on a vécu tellement de choses difficiles, mais moi, je retiens quand même deux choses positives. La première, c'est qu'on a vu que l'entreprise scientifique, là, si je la mets en sens large, fonctionne extrêmement vite quand tout le monde se parle et quand tout le monde collabore. T'sais, comme le succès d'avoir créé ces vaccins-là dans le temps qu'on l'a fait, de s'entendre pas mal quand même tout le monde sur les mesures à mettre en place, je trouve que ça va rester pendant je ne sais pas combien de temps, ça va rester un succès incroyable. Puis l'autre chose aussi qu'on a gagné, plus au niveau de la désinformation, moi, une chose qui m'inquiétait beaucoup, c'était les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé à pratiquer la pharmacie en 2004, c'était pré-réseaux sociaux. Là. Réseaux sociaux, ça date d'à peu près 10, 12, 13 ans. On les a toujours laissés un peu faire ce qu'ils voulaient. Puis c'est la première fois, là, la pandémie a fait en sorte que pour la première fois, les réseaux sociaux ont fait « Hey, sais-tu quoi? » De laisser la pure liberté d'expression à tout le monde, de laisser tout le monde jaser de ce qu'il veut, puis de laisser tout ça se gérer par soi-même, ça ne marche pas. Fait qu'on a vu YouTube dire peut-être que ça, il faut qu'on mette un frein là-dessus. Facebook l'ont fait, Twitter l'ont fait, tout le monde le fait parce qu'on s'est rendu compte que la conversation publique, la conversation populaire peut être monopolisée, elle peut être exploitée. Il y a des gens qui peuvent trouver des moyens finalement de prendre la liberté d'expression qui est quelque chose d'important puis de la travestir dans un sens, de l'utiliser à leur fin.
Et ça, je trouve que c'est un grand succès. Ça aurait dû être fait longtemps avant. On s'entend, les réseaux sociaux auraient dû longtemps avant agir parce qu'on savait qu'il y avait un problème. Mais ça, c'est probablement, à mon avis, quelque chose qui va rester par après. Puis moi, personnellement, je m'en réjouis. Merci. Une question, il nous reste à peu près 5 minutes, là. Donc on va essayer de passer les 2 dernières questions du public. Véronique Rochon qui demande, est-ce que les scientifiques n'ont pas la responsabilité de publier toutes leurs données et leurs vraies données pour favoriser l'adhésion du public? Le scientifique peut toujours décider quelles données il publie et comment celui-ci les publie. Donc, cela pourrait venir entraver, selon moi, la validité des données. Qu'en pensez-vous? Ah, voilà. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a ce devoir-là de publier absolument toutes les données? Ève? Bien, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font dans ce sens-là, de rendre les protocoles accessibles, de mettre en ligne les données pour que ces données-là soient réanalysées. En même temps, il faut être réaliste face à l'entreprise scientifique. Je ne suis pas certain que beaucoup de chercheurs auraient le temps de faire beaucoup de réanalyse de tout ça. Donc, il y a des efforts qui se font. Je pense que c'est légitime. Je pense que la transparence, c'est très important. Je pense que ce mouvement-là était quand même déjà présent avant la pandémie. Là, je pense qu'on est face à une situation d'avalanche d'informations et de difficulté à analyser, capitaliser sur tout ça pour prendre des décisions. Puis je reviens au point de Gaston, les faits scientifiques, les données scientifiques, ce n'est qu'une partie de la prise de décision par rapport aux mesures. Ce n'est pas... il y a d'autres enjeux ou d'autres facteurs qui sont pris en compte quand on va prendre une décision. Puis la science, oui, en fait partie, mais ce n'est pas que ça, là. Oui. En Angleterre, il y a un projet qui s'appelle All Trials qui a été démarré il y a quelques années face à il y avait une statistique que je ne sais pas si elle est encore valide, là, mais il y avait une statistique qui disait que 50% des études ne se publiaient pas. Puis ça, c'était pas juste dans le privé, mais c'était aussi dans le niveau académique, etc. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui. J'espère que c'est mieux, mais eux, ils ont démarré cette étude-là en disant on va au moins forcer tout ce qui est dans le pharmaceutique. Là, on parle de COVID, vaccins, etc. Mais tout ce qui est pharmaceutique, on va essayer d'obliger éventuellement que 100% des données soient publiées. Puis, aux dernières nouvelles, c'est extrêmement difficile, là, donc, mais c'est des choses tellement importantes parce qu'on parle depuis tantôt de confiance, garder la confiance du public, même avoir notre confiance à nous, les scientifiques. Même nous, des fois, on a une confiance qui peut être fluctuante. Donc, je pense que de s'assurer que la plus grande partie possible des travaux se publie, pour avoir cette confiance-là, pour moi, c'est super important, là. Et si elle ne se publie pas, est-ce que c'est parce qu'il manque de canaux de publication, il manque de revues, ou c'est le fait que, bon, l'hypothèse n'a pas été validée, donc le chercheur est un peu déçu, alors il la met de côté? C'est ça le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Mm-hmm. Yannick? Mais je pense que ça, il faut travailler sur les incitatifs aussi des chercheurs, puis qu'on favorise oui, le partage des données, oui, mais après, il faut aussi être capable de pouvoir publier des reproductions qui ne sont pas nécessairement, puis ça dépend des champs, là, moi je parle d'une perspective de sciences sociales, mais la reproduction des résultats nuls aussi, c'est des trucs que des fois, on a moins de chances de pouvoir publier avec ça que de faire une reproduction d'une étude qui redonne la même chose. Des fois, les éditeurs des revues ne trouvent pas ça le plus intéressant. Il y a quelque chose à faire aussi, puis il y a un examen de conscience dans le milieu académique pour se dire, mais peut-être qu'il faut donner certains incitatifs aux chercheurs. Puis surtout, puis tout à l'heure, j'entendais justement Olivier puis Ève parler de ces éléments-là. Puis de pouvoir regarder, parce que moi, qu'est-ce qui m'inquiète le plus, c'est la détection des faussetés. De qu'est-ce qui est faux. C'est plus facile de détecter qu'est-ce qui est faux que d'élaborer sur qu'est-ce qui est vrai. Mais ouais, entre les deux, où est-ce qu'on peut vraiment mettre l'accent, c'est le respect de l'intégrité. Puis l'intégrité, mais ça passe nécessairement par le partage des données. Merci. Dernière question, je vous laisse, ça va être la question de la conclusion, donc je vais vous laisser la parole à chacun, un petit 15 secondes chacun. Quand on essaie de répondre à ça, c'est le défi que je vous lance. Selon vous, que peuvent faire les chercheurs et que peuvent faire nos institutions universitaires pour maintenir, sinon accroître, la confiance du public envers la science et la recherche universitaire? Donc, c'est comme la question qui englobe un peu tout le sujet. Alors, le rôle des chercheurs, des institutions, qui se lancent en une quinzaine de secondes pour créer un mot de la fin avec chacun. Gaston? Je vous Moi, je pense que ce qu'il faut montrer aux gens,
c'est comment leurs processus habituels de fonctionnement sont des processus où, quand ils ont un problème à résoudre, ils se posent des questions, ils font des hypothèses, ils rejettent une hypothèse et prennent une décision, et qu'ils voient que ce processus-là est indispensable pour progresser et que c'est ce que les scientifiques font. Et je pense que donc c'est de rendre ce processus-là personnel et non pas de rendre quelque chose comme ça, c'est les gens dans leur tour d'ivoire. Donc, c'est vraiment d'essayer de rapprocher ça de l'expérience de tous les jours du citoyen. Merci, Olivier. Moi, je vais dire qu'avec la pandémie, on a vu que tous les grands médias ont compris le besoin d'aller chercher les experts, les chercheurs, les chercheuses qui ont la bonne expertise pour parler du bon sujet. Puis, on le sait, là, les gens du milieu académique, c'est pas nécessairement dans leur habitude d'aller faire ce travail-là de communication, mais on a vu qu'on a découvert plein de communicateurs et de communicatrices extraordinaires. Mais après la pandémie, il va falloir continuer à se battre pour la conserver, cette position-là, parce que les médias ne vont peut-être pas continuer à la donner. Donc ça va être la responsabilité des chercheurs, à mon avis, de continuer à s'investir là-dedans. Parfait. Yannick? Je vais être un petit peu têteux, mais je pense qu'il faut continuer à faire ce qu'on fait en ce moment, de se parler. J'ai jamais été depuis la dernière année invité à des tables rondes avec des gens comme sur le panel dans de diverses disciplines. Puis il faut continuer à discuter comme ça, comme disait Olivier. Je pense que même après la pandémie, il faut continuer dans cette direction-là. Parfait. Créer les occasions pour se donner des outils. Ève, pour terminer. Mais je dirais aussi démystifier la science, puis humaniser la science. Ce n'est pas qu'une science, c'est des chercheurs scientifiques, c'est plusieurs approches, c'est plusieurs expertises. Valoriser l'interdisciplinarité aussi, là, qui fait souvent avancer grandement les choses. Ben voilà, merci infiniment pour ces conversations absolument riches. On a passé une heure extrêmement remplie. Ève Dubé, Olivier Bernard, Yannick Dufresne, Gaston Desserre, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui étaient là aussi dans le webinaire, à ceux qui ont acheminé des questions. Merci à toute l'équipe qui est derrière cette semaine. Tous les webinaires, je vous le rappelle, vont être en ligne au cours des prochaines semaines sur le site web de la semaine sur la conduite responsable en recherche, sous le thème « La science dont vous êtes le héros ». Demain, il reste encore une activité, c'est la remise des prix de la première édition du concours d'œuvres artistiques qui s'intitulait « L'intégrité dans tous les sens ». Donc, on appelait les gens à proposer des images ou un slam. C'est les deux catégories, en fait, qui étaient là pour illustrer la conduite responsable en recherche. Alors, le vote est encore ouvert. Vous pouvez aller sur le site et voter pour votre œuvre préférée. Et n'hésitez pas à savourer, bien sûr, les réflexions sur les œuvres. En dessous de chaque image, il y a un petit descriptif qui dit pourquoi l'image a été choisie et qu'est-ce qu'on veut dire avec cette image-là. Donc, laissez-vous inspirer par ces belles réflexions. Merci encore une fois. Et puis, mon nom était Serge Bonin et il est encore Serge Bonin. C'est un immense... On se dit à l'année prochaine, j'espère. Et n'oubliez pas d'être là demain pour avoir le résultat de ce fameux concours. Au plaisir.